A free year on the internet? 24/7 tech support? Dream on. With a Gateway Essential PC, you know exactly what you're getting. Monitor great software, award-winning tech support, and free internet access, all for $28 a month. Salut à tous, j'en ai un petit peu marre de vous faire simplement des formats face caméra sans vraiment tester de matériel. Parce que ça reste très compliqué pour moi encore aujourd'hui de pouvoir monter des vieilles machines ou des machines plus récentes. Mais je me suis dit, regardez ça, juste derrière moi, il y a un PC qui est tout prêt avec certains composants que je n'ai jamais testés sur la chaîne, notamment sa carte graphique, la RTX 3080. C'est un PC standard du haut de gamme que l'on avait il y a 3-4 ans, et d'ailleurs la 3080 vient de fêter ses 4 ans au mois de septembre, et c'est ce qui m'a donné envie tout simplement de faire cette vidéo. En plus de ça, avec l'arrivée de la nouvelle génération de matériel, je me suis dit que ça serait intéressant de voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que comme tout PC haut de gamme qui se doit, on peut toujours jouer au dernier jeu avec les graphismes en ultra? On va donc voir ça dans cette vidéo. Le but, ça va être surtout de voir ce que vaut la carte graphique, la 3080, mais ça me permettra aussi de tester le reste de la machine, j'en parlerai aussi. Donc un processeur 11700K dans ce PC, et pour le reste de la config, il y a simplement 32 Go de DDR4 en 3200 MHz. Bref, ça suffira pour l'introduction, on voit tout ça juste après la sponsor. Vous venez d'acquérir un magnifique PC, malheureusement vous n'avez pas de système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Même si les BIOS se sont beaucoup améliorés, et bien pouvoir uniquement accéder aux BIOS de son PC, c'est quand même pas l'éclate. Heureusement pour vous, le site CaseFan qui sponsorise cette vidéo a une solution pour vous. Le site vous propose d'acheter des versions OEM de Microsoft Windows ou encore du pack Office. En plus de ça, dans le cadre du partenariat, vous aurez droit à des codes de réduction. Par exemple, le code ALD50 vous permettra d'avoir 50% de réduction sur les systèmes d'exploitation tels que Windows 11 Pro par exemple. Et du côté du pack Office ou d'un bundle Windows plus pack Office, vous aurez droit avec le code ALD62 à 62% de réduction. Pour en profiter, c'est très simple. Au moment de l'achat de votre version de Windows ou encore de Microsoft Office, il vous suffit de rentrer le code promo dans l'espace prévu à cet effet, de valider, et la réduction s'applique. Une fois que vous serez à l'étape de paiement, vous pourrez effectuer un paiement sécurisé, que ce soit par carte bancaire ou encore par PayPal. 5 à 10 minutes après le paiement, vous recevrez la clé CD de Windows ou encore du pack Office directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez rien, n'oubliez pas de vérifier dans les courriers indésirables. Et si vraiment il y a un souci, ne vous en faites pas, vous aurez accès à un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'engage à vous rembourser, par exemple dans le cas d'une clé CD qui n'est pas valide. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description. Merci au site CaseFan de sponsoriser la vidéo et la chaîne, et merci à vous aussi si vous faites un achat sur le site, car indirectement ça vous permet de soutenir la chaîne. Le temps passe vite, vraiment trop vite, tellement que ma 3080 Founders, elle fête déjà ses 4 ans. En gros, cette année, c'est sa rentrée en moyenne section. Et 4 ans, surtout pour une carte graphique, finalement, ça commence à faire vieux. Alors, rangez vos claviers, ceux qui allaient faire un commentaire pour me bâcher en commentaire. Je sais qu'elle en a encore sous la pédale. Encore heureux, c'était une carte haut de gamme d'il y a 4 ans. Mais quand on a tendance à se faire des PC haut de gamme, en général, c'est pour jouer à tous les jeux avec les graphismes au maximum, sans concession donc. On va voir si elle en est toujours capable dans la définition que j'utilise, qui est le 1440p, donc le QHD. Dans cette vidéo, j'ai donc testé ma machine, mais sur les jeux les plus récents que je possède, ou du moins les plus exigeants que je possède et qui seront intéressants à tester. Il n'y en aura pas des centaines, mais ça nous permettra vraiment de se faire une idée sur les points qui commencent à limiter, que ce soit par exemple le processeur ou la carte graphique. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un rappel sur les caractéristiques techniques de la 3080, je le ferai pas sur le reste, parce que le but de cette vidéo, c'est surtout de faire un focus sur la carte graphique. La carte graphique, elle embarque un GPU GA102 de génération plutôt
microarchitecture Ampere est gravé en 8 nanomètres. Il est composé de 8704 cœurs CUDA, 272 Tensor Core et 68 RT Core. Le tout cadencé à 1440 MHz en fréquence de base et 1710 en fréquence boost. Concernant la mémoire, la carte embarque 10 Go de GDDR6X, le tout cadencé à 1188 MHz, avec un bus mémoire de 320 bits. Et oui, c'est la dernière génération de cartes graphiques Nvidia que l'on a eu avant d'avoir des bus mémoire tout pourris. Et on nous annonce un TGP, donc la consommation globale de la carte, entre 320 watts et 350 watts. Si on devait comparer cette 3080, en tout cas au niveau des caractéristiques techniques, sur le papier, on est relativement proche d'une 4070 Super. La 3070 a un petit peu plus d'unités de calcul, on a un meilleur bus mémoire, mais de son côté, la 4070 a une meilleure fréquence que ce soit pour le GPU ou pour la mémoire, et elle a aussi 2 Go de VRAM en plus, ce qui n'est vraiment pas du luxe. Mais surtout, la 4070, elle bénéficie d'une microarchitecture Ada Lovelace qui est plus performante. Ce qui fait que en pratique, en vérité, au niveau des performances, la 3080 se situe plutôt entre la 4070 et la 4070 Super. Des fois, elle peut même se retrouver en dessous de la 4070 en fonction des jeux. Pour moi, le gros souci de cette carte graphique, finalement, c'est plutôt sa quantité de VRAM. Vraiment, 10 Go de VRAM, je trouve que c'est trop limite. Je pense que 12 Go de VRAM aurait été une bonne chose. Alors, il aurait fallu revoir le bus mémoire, etc. Mais bon, de base, dans sa conception, Nvidia aurait dû anticiper ce problème. De toute manière, sur la plupart des RTX 3000, la quantité de VRAM, c'est plutôt un problème. Nvidia a vraiment fait n'importe quoi sur cette génération au niveau de la VRAM. C'est-à-dire qu'on a des 3060 avec 12 Go de VRAM alors que c'est pas vraiment nécessaire. On a une 3070 qui, elle, a seulement 8 Go de VRAM. Qui doit être très limitant d'ailleurs à l'heure actuelle, on verra ça plus tard. De toute manière, à chaque fois que je parle de quantité de VRAM qui sont insuffisantes sur les cartes graphiques, je m'attends à voir tout un tas de gens offusqués qui vont sortir leur clavier à écrire « Ah mais non, je comprends pas, 8 Go de VRAM ça suffit ». Vous savez quoi, on va le voir dans cette vidéo parce que j'ai choisi des jeux qui sont justement très gourmands en VRAM, des jeux actuels. Et vous allez comprendre que déjà 8 Go ça suffit clairement plus. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais déjà dit à la sortie des 4060 Ti, mais pas uniquement du côté d'NVIDIA. J'avais aussi critiqué la 7600 du côté d'AMD, qui sortait avec 8 Go de VRAM il y a à peu près un an. Et déjà à l'époque, on vous disait, je ne suis pas le seul, que 8 Go de VRAM, c'est pas suffisant. C'était déjà limite. Il y avait même certains jeux qui dépassaient les 8 Go de VRAM à la sortie de ces cartes-là, mais là, à l'heure actuelle, ce n'est plus suffisant et même 10 Go de VRAM, ça commence à être vraiment limite, voire insuffisant sur certains titres. Bref, on va pas refaire ce match-là, c'est pas le but de la vidéo, mais pourquoi je parle de la VRAM? Parce que vous allez voir, ça va être un problème. Donc avant de sortir vos claviers pour pianoter en disant « mais attends, tu dis n'importe quoi », attendez de voir ce que je vais vous montrer, vous allez voir que la VRAM, ça commence à être un gros problème. Bref, on va attaquer les tests. Je précise que je vais tous les faire dans une définition de 1440p parce que de toute manière déjà je trouve que c'est une définition parfaite pour cette carte, mais surtout quand je passe en 1080p je commence à avoir pas mal de bottleneck avec le 11700K, donc ça j'en reparlerai de toute manière surtout dans la conclusion. Donc pour éviter de trop fausser les performances de la 3080, je vais rester en 1440p, ça nous permettra de mieux l'exploiter, même si vous verrez il y aura quand même des surprises au niveau du bottleneck. Par contre, vraiment désolé, j'arrive plus du tout à mettre la main sur ma carte d'acquisition, du coup je vais faire à l'ancienne, j'ai simplement filmé mon écran. Navré pour ceux que ça va déranger. On commence avec Cyberpunk qui malgré les années reste la valeur étalon pour tester les cartes graphiques et voir ce qu'elles ont dans le ventre. Et surtout, de nos jours, c'est intéressant parce qu'avec l'implémentation du path tracing, ça nous permettra de voir comment se débrouille du coup cette RTX 3080 dans la version la plus gourmande du ray tracing. Vous l'avez vu, au niveau des réglages du coup, j'ai passé tous les curseurs au maximum, ray tracing en psycho. Il y a uniquement le DLSS que je mets en mode qualité, de toute manière je l'active toujours pour au moins avoir un effet anti-aliasing. Et vous l'avez vu, j'ai aussi activé le Ray Reconstruction pour avoir une meilleure qualité d'image avec le ray tracing.
Et vous le voyez, c'est quand même très difficile pour la 3080. Au niveau du framerate, on n'est pas très haut, hein. On reste autour des 50 images par seconde, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais on est en dessous des 60 fps, donc c'est vraiment difficile. Si on veut jouer en 1440p de manière fluide, du coup, avec la 3080 et le ray tracing activé, je pense vraiment qu'il faut jouer sur le DLSS. Donc je vais baisser, on va activer le DLSS en mode équilibré. Je vais aussi baisser le ray tracing, je vais le passer simplement en ultra. Au niveau des effets visuels, ça change quasiment rien, c'est imperceptible, et ça nous permettra de grappiller quelques images par seconde. Donc vous le voyez, c'est beaucoup mieux, on est plutôt autour des 60 images par seconde, des fois plus, des fois moins. En tout cas, c'est bien plus agréable et on se rapproche beaucoup plus du standard qui est le 60 fps. Petit cut pour passer à une séquence de gunfight qui sera sûrement plus intéressant pour avoir un meilleur ressenti des performances dans des conditions de jeu plus intéressantes que quand on se déplace en voiture. On voit qu'on a un framerate qui est un peu plus élevé, malgré tout on reste à peine au-dessus des 60 images par seconde, on n'est pas très loin, mais ça reste parfaitement fluide, c'est tout à fait agréable à jouer, donc ça c'est plutôt positif. Donc la 3080 en 1440p ray tracing ultra, ça fonctionne, mais avec le DLSS en équilibré, même en équilibré on perd vraiment pas beaucoup en qualité d'image. Cyberpunk est un jeu qui gère extrêmement bien le DLSS, donc c'est pas du tout choquant de le passer en équilibré, surtout dans une définition 1440p. Et j'en ai pas encore parlé, mais au niveau de la VRAM, ça va, on en a encore sous la pédale, donc c'est suffisant d'avoir 10 Go sur ce jeu. On va maintenant pousser la carte dans ses derniers retranchements, on va activer le path tracing et ça va faire très mal à cette carte. Donc path tracing activé, DLSS en mode équilibré, on est autour des 40 images par seconde, par moment plus, par moment moins. C'est quand même très dur, malgré tout, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal pour une carte qui n'a pas vraiment été conçue pour fonctionner avec ça. Le path tracing, c'est quand même un truc plutôt réservé à la génération suivante, notamment en activant le FrameGen de Nvidia avec le DLSS 3. Au niveau de la mémoire, on voit qu'elle a quand même pris un coup, là où on était plutôt dans les 8 Go, 8,7 Go utilisés, on est désormais dans les 9 Go de VRAM utilisés. On en a quand même suffisamment sur cette carte, on passe pas trop près des 10 Go, même si on n'en est pas hyper loin. En tout cas, le path tracing avec cette carte là, je peux pas vraiment valider, même si pour quelqu'un de vraiment déterminé, jouer autour de 40 images par seconde, ça peut se faire, mais notamment quand vous avez des gunfights, c'est pas vraiment agréable, on va pas se mentir. Si vous avez juste envie d'avoir un effet contemplatif pour vous balader dans la ville, pourquoi pas. On pourrait aussi jouer sur le DLSS en le passant en mode performance, et je trouve que c'est dommage parce que le but c'est d'améliorer les graphismes, mais quand on passe le DLSS en mode performance, on abaisse quand même pas mal la qualité d'image sur le jeu, donc je trouve que c'est un petit peu gâché. Après chacun fait comme il a envie, mais moi je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Petit chapitre bonus que j'avais oublié d'enregistrer à la base, on va maintenant tester le frame générateur d'AMD, le FSR3, sur Cyberpunk. Ça nous permettra de nous faire une idée sur ce que ça vaut et la quantité d'images par seconde que l'on gagne. Faute de pouvoir utiliser le FrameGen d'Nvidia, on peut au moins se rabattre sur celui d'AMD, on va voir malgré tout ce qu'il vaut. Toujours les mêmes réglages, 1440p, par contre cette fois-ci j'ai mis le Ray Tracing en psycho et l'Upscaler on est en qualité, donc sur la FSR3 avec FrameGen. Au niveau du nombre d'images par seconde, c'est pas mal, on a une centaine d'images par seconde, par contre au niveau de la qualité d'image, c'est vraiment cracra, c'est pas terrible. Hein. Regardez sur quoi je zoome, on a vraiment un effet pixelisé, bouilli de pixels avec des scintillements un petit peu partout sur l'image. C'est vraiment pas agréable du tout. J'espère au moins que le gain de fluidité sera intéressant. C'est vraiment étonnant parce que dans mes souvenirs, le FSR2 en mode qualité était quand même bien meilleur que ça au niveau de l'upscaling. Il y avait quand même quelques petits défauts, des scintillements, mais pas à ce point-là. Petit cut pour voir ce que ça donne au niveau de la fluidité quand je suis en mouvement. Bien que je sois censé être autour des 100 images par seconde, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout un ressenti de fluidité comme je devrais avoir avec 100 images par seconde. Je pense qu'on est plutôt sur un ressenti autour des peut-être 50-60 images par seconde, c'est dur à jauger, mais clairement pas 100 images par seconde. Pour que ce soit un peu plus perceptible pour vous, je vais activer le path tracing qui va me faire baisser en framerate, et vu que ma caméra filme à 50 images par seconde, j'espère que vous pourrez ressentir un petit peu la fluidité pour vous en regardant la vidéo sur YouTube. Donc là on monte à peu près à 60 images par seconde, là où j'avais une trentaine d'images par seconde avec simplement le DLSS en mode qualité.
Le ressenti, clairement, on n'est pas du tout à 60 images par seconde. Je pense qu'on est à peu près équivalent à ce que l'on avait en termes de fluidité avec seulement du coup le DLSS en mode quality. Mais en plus de ça, vraiment, l'image, elle est pas terrible. Hein. Vraiment, l'image avec le FrameGen d'AMD, elle est de très mauvaise qualité. C'est pas terrible du tout. Regardez ça au niveau de la fluidité. J'espère vraiment que vous le ressentirez comme moi. Mais clairement, c'est pas du 60 images par seconde. Regardez ça au niveau du pare-brise, ça fait vraiment bouillie de pixels, c'est vraiment cracra. Les espèces de gros pixels en damier que vous voyez par moment, ça vient pas de ma caméra, hein. Le jeu est vraiment comme ça, avec le FSR 3 FrameGen. Je pense que l'algorithme du FSR a beaucoup de mal avec le motion blur que l'on a dans ces moments-là. Et même en statique, regardez ces plantes, ces grosses bouillies de pixels, ça scintille dans tous les sens. Vraiment, le rendu est très mauvais. Regardez aussi au niveau des publicités, ça scintille beaucoup. Il y a des pixels qui apparaissent, qui disparaissent. Au niveau du néon aussi, juste au-dessus, c'est pareil. Bref, vraiment, la qualité est pas terrible. Si vous comptiez utiliser le FrameGen d'AMD pour pouvoir profiter du path tracing avec cette carte graphique-là, je vous déconseille parce que de toute manière, la qualité d'image est tellement mauvaise que ça sabote la qualité des graphismes apportés par le path tracing. Et au niveau de la fluidité, vous verrez pas de différence. Je sais pas si c'est que moi qui ai ce ressenti-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je mets le FSR2 parce qu'il me semblait que le FSR2 donnait quand même une meilleure qualité d'image que ça, et visiblement c'est le cas. J'ai toujours un petit peu de scintillement, mais quand même beaucoup moins qu'avec le FrameGen. Regardez, au niveau des plantes, il y a toujours un petit effet bouillie de pixels, ça scintille un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus propre que lorsqu'on active le FrameGen du FSR 3. Au niveau de la publicité et du néon, c'est pareil, c'est quand même plus propre qu'avec le FSR 3 FrameGen. C'est pas parfait, mais c'est quand même clairement au-dessus en termes de qualité d'image. Et pour vous prouver ce que je dis, parce que je sais que si je critique AMD, il va y avoir toute la commune AMD qui va me tomber dessus en disant que je suis un fanboy Nvidia, on va comparer avec le DLSS en mode quality, étant donné que j'avais mis le FSR en quality lui aussi. Et clairement, c'est bien meilleur. Regardez ça au niveau des plantes, on n'a plus du tout cet effet de bouillie de pixels, ni de scintillement. Pareil au niveau de la publicité et au niveau du néon dessus, vraiment le rendu est clean, c'est nickel. Et quand on est en jeu, pour ceux qui vont me dire oui mais c'est des détails, ça se voit pas, je peux vous assurer que les scintillements, notamment sur les lumières blanches, ça se voit vraiment très bien avec le FSR 3 et le FrameGen. Ça se voit moins pour le FSR 2, la qualité est tout à fait convenable, mais par contre le FSR 3 avec FrameGen c'est insupportable. Quant à la fluidité, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ressens à peu près la même sensation de fluidité avec du coup le DLSS, mais seulement une trentaine d'images par seconde. Je pense vraiment que le FrameGen n'interpose seulement que 2 fois la même image, ou du moins une deuxième image très peu modifiée, et ce qui participe pas vraiment à améliorer la sensation de fluidité, ce qui est quand même dommage. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que c'est quand même cool de pouvoir profiter du FSR 3 FrameGen d'AMD sur des cartes Nvidia. Pour ce qui est du résultat, personnellement, je suis vraiment pas convaincu. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Si vous, ça vous plaît, n'hésitez pas à en profiter. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pressenti. J'en avais parlé dans une vidéo où j'avais dit au framerate n'est pas forcément égal à fluidité. Et là, on est clairement dans ce cas-là. Je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai baissé la définition en 1080p tout simplement pour vous montrer que si vous voulez pouvoir profiter du path tracing avec un bon framerate avec cette carte graphique-là, eh bien, la seule solution, c'est de jouer en 1080p. Ça se fait très bien. On n'est pas exactement aux 60 images par seconde, mais je trouve que le résultat, le rendu, que ce soit au niveau de la fluidité ou même la qualité d'image, est bien meilleur que si on utilise le frame generator d'AMD. Le mieux donc, si vous voulez profiter du path tracing en étant relativement proche des 60 images par seconde, vous n'avez pas le choix avec cette carte graphique. Il faut passer en 1080p et le DLSS en mode équilibré. La qualité d'image reste tout à fait convaincante, bien meilleure en tout cas qu'avec le FrameGen d'AMD, mais on n'est pas encore tout à fait aux 60 images par seconde. Bref, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez le ray tracing en 1440p ou le path tracing en 1080p? Je suis un peu déçu donc du FSR 3 FrameGen. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre expérience avec le FrameGen d'AMD. Est-ce que pour vous aussi le gain de fluidité est pas terrible, voire inexistant? Et au niveau de la qualité d'image, est-ce que vous aussi vous avez une qualité d'image aussi médiocre? Surtout, je suis curieux de savoir si c'est pareil avec les cartes graphiques AMD au niveau du rendu. Warhammer Space Marine 2, et c'est pas compliqué, j'ai mis tous les réglages en ultra, on est tout au maximum. J'ai simplement activé le DLSS en mode qualité parce que je trouve que ça sert d'anti-aliasing tout en gagnant des performances plutôt qu'en en perdant avec les anti-aliasing normaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de faire les réglages, quand j'ai voulu mettre la qualité des textures en ultra,
le jeu me prévient que 10 Go de VRAM risque d'être insuffisant. Et vous verrez pendant mes tests, bien que je sois pas mal bottleneck par le processeur, on freeze régulièrement les 10 Go de VRAM. Quoi qu'il en soit, je suis assez content de ce jeu parce que ça fait vraiment plaisir de voir un jeu qui graphiquement est vraiment très réussi et qui nous embête pas en utilisant du ray tracing ou encore pire du path tracing. C'est peut-être un petit peu dur pour vous de vous en rendre compte à l'écran, surtout que je filme l'écran, encore désolé de pas retrouver ma carte d'acquisition, mais vraiment quand on a ce jeu devant les yeux, il est incroyablement beau, il y a des magnifiques textures et bien qu'on n'utilise pas de technique de ray tracing, les effets de lumière sont particulièrement convaincants et les reflets aussi fonctionnent plutôt bien. Là vous l'avez vu, on est plutôt dans une séquence couloir, le monde n'est pas très ouvert, le jeu est pas tout le temps comme ça, on a par moments des espaces vraiment très sympas, mais déjà on voit que au niveau des performances c'est vraiment pas mal, mais surtout au niveau de la mémoire on est déjà très proche des 8 Go et vous allez voir qu'il y a d'autres séquences où on les dépasse allègrement. Et surtout j'ai quand même un bottleneck CPU qui est assez présent, je pense que si j'avais pas ce bottleneck j'aurais eu un meilleur framerate et sûrement plus de VRAM utilisé pour faire tourner le jeu. J'ai fait un cut pour montrer un endroit où, tout bonnement, c'est pas compliqué, les 10 Go de VRAM de la 3080 sont totalement saturés. Je vous laisse regarder par vous-même, mais je suis à 10 Go de VRAM utilisé. Donc j'en remets une couche à tous les gens qui m'avaient pris la tête en me disant mais non, tu dis n'importe quoi, c'est faux, 8 Go c'est suffisant pour ces cartes graphiques là, en parlant des RTX 4060, 4060 Ti avec 8 Go, mais c'est valable aussi du côté d'AMD, la 7600 qui était elle aussi à seulement 8 Go de VRAM. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle soit capable de faire tourner ce jeu en ultra, même en QHD je pense. Et clairement, 8 Go de VRAM sur un jeu tel que celui-ci ne sont pas suffisants. Car même les 10 Go de la 3080 ne sont tout simplement pas suffisants. Allez, nouveau cut pour passer à autre chose, je vais pas relancer le débat de la quantité de VRAM sur les cartes graphiques. C'est juste pour vous montrer un endroit plus ouvert. Là aussi, on est extrêmement proche de saturer la quantité de mémoire de la carte graphique. Mais c'est surtout pour vous montrer la direction artistique de ce jeu que je trouve tout simplement magnifique. Ça fait vraiment plaisir de retrouver l'univers de Warhammer 40 000 avec des graphismes aussi beaux, les textures sont de toute beauté et les effets de lumière, eux aussi, même sans ray tracing, sont tout simplement très beaux. Tout ça pour dire que ça fait plaisir quand même d'avoir un jeu réellement next-gen qui nous donne quand même une petite claque graphique, c'est pas énorme mais ça fait quand même vraiment plaisir, mais surtout dont l'optimisation est plutôt pas mal, à part l'exploitation du processeur qui a pas l'air top. Au niveau des graphismes, ça tourne très bien et malgré qu'on n'ait pas de ray tracing, je répète, mais les effets de lumière sont tout à fait convaincants. Donc je pose ça là, mais ça montre qu'il est clairement possible de faire des jeux tout simplement magnifiques en rasterisation à l'ancienne en se passant du ray tracing. On passe maintenant à Ghost of Tsushima qui est sorti il y a pas très longtemps du coup sur PC, donc je le considère comme les jeux actuels sur PC, et ce qui est intéressant c'est que ça nous permettra de tester le FrameGen d'AMD couplé au DLSS d'NVIDIA. Je crois que c'est un des seuls jeux qui permet de le faire, donc ça nous permettra de voir si ça fonctionne bien et ça nous permettra aussi de voir tout simplement si le jeu tourne bien. Pour les réglages, on est sur du 1440p, DLSS activé en quality, le FrameGen d'AMD désactivé pour ce premier passage avec les pré-réglages en très élevé. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça tourne très bien, on est largement au-dessus des 60 images par seconde, on n'est pas très loin des 100 images par seconde, des fois je passe un petit peu au-dessus, mais en vrai on est plutôt à une moyenne entre 90 et 100 images par seconde. Au niveau de la VRAM, le jeu demande pas grand chose, on est autour des 6 Go utilisés, donc vraiment ça tourne très bien. J'ai pas beaucoup plus à dire, alors on va aller directement à l'essentiel de pourquoi je teste ce jeu. On va activer le FrameGen d'AMD avec le FSR3. J'insiste, pour l'upscaling, je n'utilise pas le FSR3, je suis bien sur le DLSS en mode qualité, c'est juste la génération d'images qui est faite par le FSR. Et ce qui change par rapport au FrameGen d'NVIDIA, au niveau du gain en termes d'images par seconde, vous le voyez, on est largement au-dessus des 100 images par seconde, on est plutôt autour de 150 images par seconde, là où j'en avais 90 auparavant. Donc ça apporte un gain en termes d'images par seconde. Par contre, au niveau du ressenti, je vais pas vous mentir, je ressens pas spécialement de différence. Là, je joue à la manette, donc manette en main, j'ai pas l'impression de ressentir un meilleur input lag. Je ressens pas non plus une meilleure sensation de fluidité. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais vraiment, moi, avec l'écran devant les yeux, j'ai l'impression d'être toujours à 90 images par seconde. Donc vraiment, je suis très mitigé quant à l'intérêt de faire ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas intéressant. À part pour tricher et flatter un petit peu son ego en se disant qu'on arrive à faire tourner le jeu à 150 images par seconde, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce
parce qu'en termes de qualité de gameplay, de fluidité, c'est du pareil au même. En tout cas, ce qui est vraiment positif contrairement à Cyberpunk, c'est qu'en mélangeant l'upscaler donc de Nvidia, le DLSS, et le frame generator d'AMD via le FSR, on a quand même une bien meilleure qualité d'image que ce que l'on avait sur Cyberpunk en utilisant l'upscaler FSR plus le frame gen FSR. Dommage qu'on puisse pas le faire sur Cyberpunk. On passe maintenant à Baldur's Gate 3, comme d'habitude en définition 1440p, les graphismes en ultra et le DLSS en quality. J'ajoute une petite précision au niveau de l'API, je ne tourne pas sur DirectX 11 mais on est sur la version Vulkan du jeu. Le jeu est très beau, au niveau du framerate on est vraiment pas mal, on est au-dessus des 140 images par seconde en général. Alors à la base je voulais vous montrer un autre endroit du jeu, malheureusement ma sauvegarde a disparu. Il faut savoir que je l'installe avec GOG sur la plateforme GOG. J'avais déjà fait une partie où j'avais beaucoup avancé dans le jeu. J'avais mis de côté des sauvegardes exprès pour vous présenter des endroits intéressants qui tirent peut-être un petit peu plus sur le matériel. Mais j'ai dû désinstaller le jeu entre temps et j'étais assez confiant sur le fait que mes sauvegardes seraient dans le cloud de GOG. Sauf que pas du tout. Là j'ai réinstallé le jeu et j'ai absolument aucune sauvegarde. Et ayant absolument pas envie de me retaper les 30 à 40 heures de jeu que j'avais fait à la base pour avoir les précédentes sauvegardes, surtout que le jeu m'a énormément déçu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais personnellement j'ai pas accroché pour tout un tas de raisons. L'histoire, bon c'était déjà plus ou moins le cas dans les anciens Baldur's Gate, mais énormément de temps à vraiment se lancer, donc il y a vraiment des passages à vide. En plus de ça, le chara design, alors je l'avais déjà vu auparavant, mais je pensais pouvoir passer outre, mais plus j'ai avancé, plus ça m'a dérangé. Le chara design, vraiment, il est plus orienté pour des joueurs de Fortnite que pour des vrais fans de Baldur's Gate. Baldur's Gate, normalement, les anciens, en tout cas le 1, le 2, ça suinte un peu le côté sombre, ça suinte le sale, le sang. C'est vraiment des jeux à une ambiance très sombre. Au niveau du scénario aussi, je pense que c'est pas par hasard qu'ils aient choisi de faire un arc Donjons et Dragons utilisant les flagelleurs mentaux. Je pense très clairement que c'est pour faire un peu de racolage pour ceux qui ont découvert l'univers Donjons et Dragons avec la série Stranger Things. Et je trouve aussi qu'on perd pas mal le côté philosophique que l'on avait dans les précédents volets, dans lequel où finalement il y avait pas vraiment de bien, de mal, tout était fait en nuances de gris, même s'il y avait des gens plus mauvais que d'autres finalement, la globalité du monde était extrêmement sombre et tout ça je le retrouve pas du tout dans ce Baldur's Gate 3 et ça m'a énormément déçu. Bref, très déçu, j'en attendais beaucoup de ce jeu là et finalement, même si j'ai vraiment forcé, j'ai fait beaucoup d'heures de jeu dessus comme je disais tout à l'heure, je suis pas allé au bout, mais bref voilà, grosse déception pour ma part. Bref, je m'égare pas mal, fin de la parenthèse sur le jeu qui finalement m'a pas plu, tout ça pour vous dire que du coup j'ai pas envie de tout me retaper et donc je vais tester simplement sur la séquence du début qui est clairement pas la plus exigeante pour le matériel, mais comme je vous l'ai dit vraiment c'est un jeu qui est très long, donc flemme de tout refaire. Donc cette partie dans le vaisseau des flagelleurs mentaux, du coup ça tourne très très bien, le jeu exploite très bien mon PC, la carte graphique elle est exploitée à son plein potentiel, il n'y a pas de bottleneck, le processeur il est pas exploité à fond, donc ça tourne vraiment très bien, très bon framerate et même si j'ai pas aimé la direction artistique, ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu aussi bien optimisé quand on a des graphismes qui techniquement sont aussi jolis, le jeu est très beau et ça tourne très bien. Donc avec la 3080, eh bien c'est tout simplement validé, aucun souci sur ce jeu là. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Finalement, je vais d'abord commencer par le processeur. Quand j'ai pris ce processeur, j'étais contraint parce que finalement, j'avais ma carte mère de mon ancienne plateforme qui est tombée en panne. J'avais un 7700K et du coup, plutôt que de repartir sur une carte mère qui était vieillissante, je me suis dit ça serait bien de mettre à jour un petit peu le système. Mais c'était une dépense qui était du coup un petit peu contrainte étant donné que j'avais pas du tout prévu de devoir changer mon processeur plus ma carte mère. Et au moment de changer, il n'y avait pas encore les nouveaux sockets que sont le M5 et l'ancien nouveau d'Intel qui va être abandonné. Je sais plus, je crois que c'était le 1800, bref. Il n'y avait pas ces plateformes-là, donc c'était ou M4 qui était en fin de vie, ou le socket 1200 qui était lui aussi en fin de vie à ce moment-là. J'ai beaucoup hésité à passer du côté d'AMD pour prendre un 5800X qui me faisait vraiment de l'œil à ce moment-là, qui était un petit peu au-dessus en fonction des conditions que le 11700K. À l'époque, de toute manière, j'avais fait une vidéo de test où je testais ces deux processeurs-là. Et ce qui m'a décidé, c'est tout simplement le prix. J'ai pris le 11700K tout simplement parce que j'ai eu une promo canon sur la carte
carte mère, qui était une MSI Tomahawk, qui est vraiment pas mal. Mais finalement, avec le recul, je suis assez déçu. J'aurais peut-être dû prendre une carte mère en AM4 parce que le processeur, vous l'avez vu, il est déjà très limitant et vraiment avec le recul, j'aurais vraiment dû prendre le 5800X, surtout que j'aurais pu upgrade vers le 5800X 3D qui est vraiment toujours très bon pour du jeu vidéo. Et on l'a vu dans mes tests, le processeur est finalement déjà très limitant, par exemple sur un jeu tel que Space Marine qui est très exigeant pour le CPU, et sur Cyberpunk aussi. De toute manière, si je suis en 1080p ou que je désactive le ray tracing en 1440p, et ben j'ai du bottleneck CPU, donc autant en profiter et mettre tous les graphismes à fond. De toute manière, ça change pas grand chose à mon framerate du coup. Donc en gros, eh bien, quelques années après, je crois que lui il est sorti en 2021, donc 3 ans après, ce processeur déjà, il est pour moi complètement à la ramasse. Il est dépassé, il permet plus de jouer vraiment en tirant parti au maximum des cartes graphiques actuelles. Là, si je voulais gagner en performance dans les jeux, il faudrait d'abord que je change le processeur pour aller sur une plateforme plus moderne, et du coup c'est quand même dommage parce que pour un processeur vraiment 3-4 ans de vie, c'est vraiment pas beaucoup, surtout sur un processeur plutôt haut de gamme. Le 11700K, c'est quand même dans le haut de gamme des processeurs Intel à l'époque, il n'y a que les i9 au-dessus. Et donc je trouve ça vraiment décevant de la part d'un processeur. C'est vraiment pas étonnant de voir l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle du côté des processeurs AMD quand on voit ce genre de processeur Intel qui a très mal vieilli et très rapidement. Et je parle même pas des différents problèmes de stabilité qu'il y a actuellement sur les processeurs Intel. Donc le mot de la fin pour ce 11700K, avec le recul, je trouve vraiment décevant. C'est peut-être un des processeurs les moins bons que j'ai pu avoir et qui a le moins bien vieilli. La 3080 maintenant, d'ailleurs je vous remets quelques petites images en surimpression parce que j'en ai pas parlé, mais je trouve son design magnifique, vraiment les Founders elles sont très belles et qu'avec des très bons matériaux, il n'y a pas de plastique qui fait un peu cheap, bref c'est une très belle carte. Au niveau des performances, cette carte elle en a quand même encore dans le ventre 4 ans après, elle arrive à tout faire tourner avec les graphismes en ultra en 1440p, et bien que j'ai du mal à l'exploiter à cause de mon processeur, et ça fait quand même plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais t'as mis le DLSS en mode qualité, c'est triché, etc. Franchement faut arrêter de se mentir, maintenant les upscalers c'est quasiment obligatoire. En plus de ça, le DLSS dans ses dernières versions propose vraiment une excellente qualité d'image, même sur certains points parfois un petit peu meilleur que le natif, notamment quand on a des trucs très fins, genre des câbles qui se baladent et tout ça. En natif, des fois ça fait vraiment pixelisé. Et le DLSS donne un effet anti-aliasing, c'est pour ça que je l'active toujours au moins en mode qualité. Même avec le ray tracing activé, finalement cette carte s'en sort bien. On n'a pas énormément de marge, en général je suis plutôt autour des 60 images par seconde, j'ai pas beaucoup de marge, mais elle s'en sort encore très bien. Le seul problème finalement c'est le path tracing, mais au moment où je tourne ces images c'est un problème sans en être un, parce que finalement il y a vraiment très peu de jeux qui utilisent le path tracing. Si je dis pas de bêtises, vraiment il doit y en avoir peut-être 4 qui l'utilisent. Donc il y a Cyberpunk et encore c'est optionnel, il y a Alan Wake qui l'utilise, il y a Wukong aussi qui l'utilise, et la version Portal RTX. Mais de toute manière pour moi ça reste plutôt optionnel, on peut rester en général sur le ray tracing classique et les performances restent tout à fait convaincantes. Il faudra juste voir à l'avenir si le path tracing ou appelé Full RTX du côté d'NVIDIA va vraiment se généraliser, mais quand je vois les difficultés que l'on a encore avec le ray tracing tout court, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que le path tracing devienne une forme de norme. Et surtout que j'espère qu'on aura encore des jeux tels que Space Marine 2, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça redonne vraiment espoir sur le fait qu'on garde quand même quelques jeux en full rasterisation qui restent malgré tout graphiquement très beaux. Malgré tout, je pense que la 3080 fait probablement sa dernière année dans laquelle on pourra jouer à tous les jeux en 1440p et ultra. Dans le pire des cas, on peut peut-être baisser un petit peu la définition, passer sur du 1080p ou baisser certains paramètres graphiques. Mais quand on achète une carte graphique haut de gamme en général, en tout cas c'est mon cas, c'est qu'on aime surtout jouer à tous les jeux avec les graphismes poussés à fond. Ça sera peut-être la dernière année pendant laquelle je pourrai faire ça, mais ça me permettra de voir un petit peu la nouvelle génération qui va bientôt sortir et me décider est-ce que je vais sur cette nouvelle génération si les prix sont pas trop exagérés. Je l'espère, hein, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais je l'avais dit dans ma précédente vidéo que peut-être j'estime qu'on aura une baisse de prix.
c'est sûrement très naïf, mais espérons, l'espoir fait vivre. Ou si vraiment les prix sont toujours abusés, peut-être me diriger sur des cartes haut de gamme de la génération précédente qui, je l'espère, auront des prix qui vont baisser. En tout cas, au moment où je tourne ces images, elle fait encore le taf et ça fait quand même plaisir. Pour le mot de la fin concernant cette configuration, eh bien, comme je le viens de le dire, la 3080, je m'inquiète pas trop, il lui reste, je pense, encore une bonne année pour pouvoir en profiter vraiment pleinement avec les jeux en ultra. Concernant le processeur, clairement, ça va être ma prochaine upgrade qui devrait d'ailleurs potentiellement arriver bientôt. J'attends d'abord de m'installer dans ma nouvelle maison. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vais peut-être bientôt enfin pouvoir quitter cet endroit-là et pouvoir refaire des vraies vidéos. Donc j'espère vraiment que ça va arriver vite. Et j'en profiterai sûrement une fois qu'on sera installé pour faire une upgrade au niveau de mon PC. Ça dépend si j'aurai claqué tout le budget pour faire mon nouveau setup. Je vous en dis pas plus, mais va y avoir sûrement des gros investissements pour la chaîne. Donc ça sera sûrement la prochaine dépense. À l'heure actuelle, je vous déconseille d'acheter un 11700K. La plateforme est dépassée et les performances du processeur sont vraiment limitantes. Commence en tout cas à être vraiment limitante sur les jeux actuels. Donc passez votre chemin si vous voyez un 11700K. À part si vraiment vous avez un kit complet, carte mère, RAM, processeur vraiment pas cher. Surtout que j'en ai pas spécialement parlé, mais il a tendance à pas mal consommer et beaucoup chauffer. C'est vraiment un four. Il monte parfois à 60-70 degrés alors que j'ai un water cooling vraiment efficace en 280 mm. Bref, passez votre chemin. Pour la carte graphique, une 3080. J'en ai vu passer autour de 300-400 euros. Pourquoi pas, 400 euros ça fait peut-être un petit peu cher. Bon, mon projecteur vient de s'éteindre, c'est pas grave, on va finir comme ça. Du coup, pour la carte graphique, si vous en voyez passer entre 300 et 350 euros d'occasion, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, elle fait encore le taf, vraiment. Ce qui me frustre beaucoup juste sur cette carte, c'est les 10 Go de VRAM, ça va vraiment commencer à être limitant. Je pense qu'à l'avenir, ça sera vraiment une bonne carte pour du 1080p. Pour du 1440p, selon les jeux, les 10 Go de VRAM vont vraiment commencer à être limitants. C'est très frustrant, cette carte aurait vraiment mérité 2 Go de VRAM en plus. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo dans la pénombre. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça. Vous trouverez aussi les soutiens de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Donc il y a le site PC Boost, le nouveau site PC Boost. Il y a aussi le forum overclockingpc.eu. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font là aussi. Et bien entendu, vous trouverez le sponsor de la chaîne. Donc si ce qu'ils proposent vous intéresse, n'hésitez pas à passer par eux. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.